La maltraitance des enfants, nous en parlons dans l'interview de la rédaction. Véritable fléau que dénonce à travers ses écrits et des actes un homme. Mais avant d'échanger avec notre invité, suivons ce reportage de Franck Quadio qui a recueilli l'avis des Ivoiriens sur le sujet. Des enfants qui jouent gaiement sous l'œil d'Ephrem, cet éducateur spécialisé volontaire, juriste de formation et membre d'une ONG d'aide à l'enfance dans les quartiers défavorisés. À Abobo, commune la plus peuplée du district d'Abidjan, sa principale activité, sensibiliser les parents sur les cas de maltraitance. Il y a des cas de dénonciation par les enfants eux-mêmes. Il y a des cas aussi que nous rencontrons sur le terrain, que nous voyons. Et une fois que nous voyons, nous essayons de documenter les cas et afin de pouvoir rencontrer les bourreaux et leur donner aussi des explications. La tâche est loin d'être aisée. La violence envers les enfants n'est pas forcément physique. Le volet psychologique, plus complexe, est le plus courant. Ceux qui emploient les enfants pour travailler, les enfants de moins de 14 ans, souvent il y a certains endroits ici à Abidjan où on peut aller trouver des enfants, on ne sait pas par quels moyens ils sont arrivés là. Nous, les mères de maintenant, là, nous aimons donner nos enfants comme étant des servantes ou alors des petites qu'on envoie aller vendre, aller chercher de l'argent. Ça, c'est une sorte de maltraitance pour moi. Quelle que soit la forme, la maltraitance infantile de la vie générale ne devrait cependant pas prospérer. Mais il faut, au-delà des mots, davantage d'initiatives des autorités. À mon avis, l'État doit sanctionner ceux qui emploient les enfants mineurs. La priorité en Côte d'Ivoire, c'est vivre sérieusement. Donc, un papa qui n'a pas de travail, la maman qui sait pas, qui se débrouille, l'enfant aussi va se débrouiller pour que chacun puisse envoyer quelque chose à la maison le soir pour que tout le monde puisse se mettre sous la dent. Un engagement est déjà pris depuis juin 2013 par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui met à disposition un numéro vert, le 116, pour dénoncer tout cas de maltraitance infantile. Reste cependant la responsabilité collective pour éloigner durablement des mœurs toute violence à l'égard des enfants. Que représente l'enfant pour les Africains? Pourquoi est-il si vulnérable face à la pression des adultes? Monsieur Kourouma Mamadi Korzak, coordonnateur général de l'ONG Solidarité des adultes pour l'enfant en Côte d'Ivoire, est notre invité. Bonsoir, Monsieur Kourouma. Bonsoir, madame. Comment ça va? Selon vous, que représente l'enfant en Afrique? Eh bien, l'enfant représente en Afrique, le statut de l'enfant africain présente réellement un problème parce qu'il faut dire qu'en Afrique, l'enfant est considéré comme un objet de manière générale. Quand je dis objet, comprenez par là que nous faisons les enfants et nous en faisons beaucoup pour assurer nos arrières, pour permettre donc, une fois que nous sommes vieux ou très âgés, que ces enfants-là nous prennent en charge. Et donc, pour rechercher également de l'influence dans la famille, dans la communauté ou dans la société. Et donc, tout ça est permis par le simple fait que nous créons des moyens de rétorsion pour étouffer la personnalité de l'enfant. Et donc, en quelque sorte, l'enfant ne s'exprime pas en tant que tel, il ne s'affirme pas, et il y a tout le temps des contraintes qui s'imposent. Et c'est, selon moi, en tant qu'acteur de proximité des droits de l'enfant, l'une des causes fondamentales des violences de manière générale en Afrique. Donc, dites-nous comment vous êtes venu l'idée de vous occuper des enfants. Oh bon, l'idée nous est venue de nous occuper des enfants par, c'est une simple passion, parce qu'il faut dire que ce sont des enfants qui sont venus à moi en 2005 et qui m'ont demandé, mais tonton m'a dit, parce que j'ai toujours été ami avec les enfants, hein, madame, ils m'ont demandé, mais tonton m'a dit tout le temps, et pendant les vacances, il n'y a pas de jeu, les enfants ne jouent pas dans ce quartier à Boubou, oui. Et est-ce que cette année, tu ne peux pas faire quelque chose pour nous? Et c'est comme ça que tout est parti, et bon, je l'ai interrogé. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse cette année? Ils m'ont dit, bon, le football. Et donc, tout de suite, j'ai pris mes moyens, un peu d'argent. Ils m'ont suivi, on est allé au marché, on a acheté des ballons, un sifflet et un chrono, etc. Et puis, on a fait le tournoi et qui a mobilisé plus de 2000 enfants. Et je vais vous dire tout à l'heure, madame, que c'est de là que tout est parti. Parce que ce grand nombre d'enfants qui a été mobilisé, et parmi ces enfants, il y avait toutes sortes de problématiques posées. Et donc, du coup, j'étais moralement obligé de m'organiser pour donc m'occuper de ces enfants. Leur donner un sourire. Donc, tout a commencé par un tournoi de football et depuis, est-ce qu'on peut dire que votre vie a basculé positivement ou non? Bon, le travail social de proximité, on ne le fait pas pour s'enrichir, madame. En tout cas, de mon point de vue, ce n'est pas une sinecure. C'est un travail qu'on fait avec le cœur.
Si c'est pour s'enrichir, je ne pense pas. Bon, moi, de mon point de vue précisément, je le fais. Et la seule satisfaction que je gagne, c'est lorsque je vois que j'ai réussi à aider des enfants, à sortir des enfants de l'ornière, à brasser un métier par exemple, à aller à l'école et à réaliser une prise en charge d'un enfant victime de maltraitance ou de violence sexuelle, etc. Et donc, c'est la seule satisfaction que j'ai d'un point de vue moral, madame. Donc, vous avez réussi à ouvrir un centre d'accueil. Effectivement, à Abobo, vous savez, je suis un adepte de la pédagogie autogestionnaire qui consiste à mettre l'enfant au centre de tout, c'est-à-dire à créer en quelque sorte, à mettre en valeur ce qu'on appelle véritablement le principe de la participation de l'enfant et qui consiste donc à donner la parole à l'enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui édicte 4 principes, dont le principe de la participation de l'enfant. Donc la pédagogie autogestionnaire nous a toujours permis d'amener les enfants à devenir eux-mêmes acteurs de leurs droits et de leurs devoirs, et donc à participer activement à l'exercice de ces droits-là. Voilà en quelque sorte comment nous avons réussi à atteindre un maximum de personnes au sein de la population qui ont adhéré naturellement. Comment est-ce que même ces enfants arrivaient dans ce centre et puis comment vous arriviez même déjà à les faire parler? Parce que j'imagine que devant un inconnu, ce n'est pas évident pour un enfant maltraité de parler. Vous en profitez aussi pour nous dire même c'est quoi pour vous la maltraitance? Tout à l'heure, je vous disais que la personnalité de l'enfant est étouffée en Afrique. L'enfant ne se développe pas d'un point de vue physique, psychologique et moral de manière véritable. Et il y a toujours des barrières. Bon, lorsqu'il y a un centre d'écoute, un centre de proximité qui accueille les enfants, cela permet tout simplement d'assurer les enfants parce qu'ils se disent, tiens, voilà un centre qui est là, qui nous reçoit, qui organise des activités socio-éducatives. Où je peux m'épanouir. Où l'enfant peut s'épanouir graduellement et il a droit à la parole. Et c'est ainsi que j'ai pu constater que lorsque l'enfant est mis en confiance, l'enfant s'exprime. Mais quand l'enfant n'est pas mis en confiance, madame, l'enfant ne s'exprime pas. Et voilà pourquoi en Afrique, on a toujours des problèmes avec nos enfants. Parce que le cadre n'est pas, qu'on appelle, approprié pour permettre à l'enfant de s'exprimer. Donc, il faut toujours créer cette confiance avec les enfants, entre les enfants et les adultes, pour qu'il y ait une expression véritable de la personnalité de l'enfant. Et quels sont les problèmes que les enfants vous racontent? Bon, ce sont des problèmes liés aux violations de leurs droits et à la non-satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Hein, madame. Donc, vous savez, c'est ce qu'on appelle la maltraitance. La maltraitance, de mon point de vue en tant qu'acteur de terrain, c'est quoi? C'est tout ce qui concourt aux violations des droits de l'enfant et à la non-satisfaction des besoins fondamentaux de l'enfant. Bon, oui. Pour nous, je dirais peut-être qu'ils n'ont pas d'expérience. Nous, on parle, quand on voit la maltraitance, on voit par exemple les cas de viol, mais les services corporels. Oui, je vais rapidement en télégramme. La maltraitance, nous on l'appelle communément les violences envers les enfants. Il y a plusieurs types, madame. Oui. Il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques, il y a les violences sexuelles. Qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent? Le plus souvent, c'est tous les types de violences, madame. Tous ces types, on les rencontre. Hein? Généralement, c'est la maltraitance physique ou les violences physiques, où l'enfant subit les services corporels, hein, où vous découvrez donc, sur son corps. Donc ce père ou cette mère qui bat tous les jours son enfant, et puis on a des services corporels très graves, et c'est cet enfant qui arrive dans votre centre d'accueil. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez à résoudre le problème? Lorsque nous recevons des enfants en situation difficile. Donc, et qui ont été victimes de maltraitance, etc., il y a ce que nous faisons premièrement, c'est l'écoute. Parce qu'il faut écouter l'enfant. Et ça peut prendre souvent 1 heure, 30 minutes, plus, même des jours. Ça dépend de la situation, du niveau de problème que l'enfant pose. Donc l'enfant ne retourne plus chez ses parents? Non, il peut retourner chez ses parents. Mais lorsque ça nécessite une prise en charge, parce que la prise en charge, après l'écoute, il faut identifier réellement le problème posé. Si la situation de l'enfant est telle que ça nécessite une prise en charge, d'abord médicale, il faut d'abord réaliser cette prise en charge médicale. Si ça nécessite également une prise en charge juridique et judiciaire, il faut réaliser cela, hein, parce que on n'est pas sans savoir que la Constitution ivoirienne et toutes les lois inférieures permettent
ou garantissent une protection à l'enfant. Donc, tous ceux qui s'inscrivent dans, tous ceux qui s'inscrivent dans le cadre, qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre, sont purement et simplement punis par la loi. On prend l'exemple des cas de viol. Est-ce que vous arrivez à résoudre le problème? Par exemple, le violeur, est-ce qu'il a pu être emprisonné et tout? C'est un exposé de cas que je vais faire rapidement. Il y a juste 2 mois, il y a un cas qui m'a marqué et qui m'a profondément déçu. Et je n'ai pas manqué d'en parler aux acteurs étatiques et à Child Protection de l'ONUCI et à beaucoup d'autres acteurs qui ont reçu un mail groupé de moi dans lequel j'ai expliqué la situation. Une fille de 13 ans s'est fait violer par un jeune de 25 ans à Abobo. Et cette fille-là, c'est à l'aide d'un couteau. Le jeune homme a utilisé un couteau. Et il l'a sciemment fait. Donc, lorsque nous avons reçu l'information, nous avons procédé à l'accueil et à l'écoute de la victime. Nous avons documenté le cas. Et c'est ainsi que la prise en charge a continué. On a d'abord fait la prise en charge médicale où nous avons pu obtenir un certificat médical et nous avons réalisé également la prise en charge juridique et judiciaire. On a réussi donc à mettre la main sur le violeur. Il a été déféré. Et lorsqu'il a été déféré, à notre grande surprise, nous avons remarqué, et c'est courant, que la justice n'a pas fait correctement son travail, madame. Ils se sont permis tout simplement de permettre l'expression, et parce que c'est ce qui s'est passé, en retour, nous avons reçu toutes les informations nécessaires. Ils se sont permis de récupérer de l'argent avec les parents du bourreau, et il a été purement et simplement relâché. Un violeur. La loi nous dit clairement, le code pénal ivoirien nous dit clairement ce que c'est que les violences sexuelles. Oui. Et comment est-ce que c'est condamné? Alors, mais ce jeune homme a été purement et simplement relâché, et jusqu'à présent, quand il nous voit dans la rue, c'est des menaces qu'il profère, etc. Et tout le temps, nous sommes toujours en contact avec ce genre de problème-là. Votre tâche ne doit pas être facile. Pas du tout facile, madame. Donc vous avez dû écrire pour dénoncer tous ces problèmes-là. Vous avez écrit un livre intitulé « Guérir l'Afrique de ses turpitudes ». Bien sûr. Mais en vous lisant, on vous sent très, très amer. Oui, madame, c'est ça. Je suis un homme de passion. Un homme de passion, souvent, et c'est difficile qu'il soit compris par son entourage. Et donc, je perds mon temps à écrire pendant les moments où je n'ai rien à faire, où j'exprime ma personnalité de défenseur des droits de l'enfant. Et ainsi, j'ai pu écrire ce livre avec le concours réussi des éditions Balafon. C'est un livre qui est un travail intellectuel à cheval entre la documentation et l'essai, dans lequel j'évoque les causes du sous-développement africain. Parce que pour moi, ce n'est pas par les canons macroéconomiques que nous pouvons expliquer les causes du sous-développement. Il y a énormément de barrières mentales qui ne nous permettent pas de nous développer. Sinon, nous sommes un continent énormément riche, nous avons toutes les opportunités pour avancer et évoluer. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Parce que tout simplement, il y a des barrières d'ordre anthropologique, culturel et ontologique qui nous empêchent d'évoluer, madame. Et puis peut-être aussi parce que tout commence avec l'enfant, parce que vous terminez presque votre essai par « Alors, chers Africains noirs, réveillez-vous ». Oui. Est-ce que ça ne commence pas déjà par le respect des enfants? Cela augure peut-être des lendemains meilleurs avec ça. J'ai axé mon action de protection de l'enfant sur 3 axes. L'amour, le respect et l'observation. Donc, pour nous, il va falloir mettre un accent là-dessus pour permettre aux enfants d'être véritablement libres afin qu'ils deviennent ce qu'ils veulent être. Et non ce qu'ils ne veulent pas être. Malheureusement, vous êtes incompris. Je suis incompris. Voilà. On espère en tout cas que malgré tous ces problèmes, vous recevez de l'aide. Oui, nous recevons de l'aide. Un sourire aux enfants. C'est l'occasion pour nous, madame, de remercier la première dame de Côte d'Ivoire qui, depuis 2007, nous aide. Et dernièrement, lorsque notre centre a été saccagé et pillé au plus fort de la crise post-électorale, elle nous a adressé une enveloppe financière qu'on n'a pas reçue. Et malheureusement. Cette aide nous aurait permis de remettre en place le centre, à le réhabiliter, à le rééquiper pour recommencer à accueillir les enfants. Mais nous n'avons pas reçu cet argent. Mais nous continuons de la remercier parce que c'est une femme qui a toujours cru à notre action de proximité
et qu'elle en soit très On espère que d'autres âmes aussi de bonne volonté nous écoutent là et que ces âmes-là vont vous porter secours parce que l'affaire des enfants, je pense que c'est quelque chose de sérieux. Ouais. Un enfant, c'est l'avenir d'un pays et puis donner un sourire à un enfant, c'est quelque chose de beau et de miraculeux. Merci, Monsieur Kourouma Mamadi Korza. Merci d'être venu nous parler de la maltraitance des enfants. Malheureusement, le temps est parti. Merci à vous, madame. Déjà là, mais je pense que les téléspectateurs ont compris l'essentiel. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI2. Au revoir. Merci, madame.